campement. Il est au bout de la piste, à quelques dizaines de mètres seulement des Sukhoi. L'attaque aérienne n'est donc une surprise pour personne, ni pour les militaires français sur le terrain, ni pour le pouvoir à Paris. J'ai appelé l'ambassadeur et je lui en ai parlé à 2 reprises. J'en ai parlé avec Chirac, j'en ai discuté avec le général Poncet. Donc, et je ne dis pas que j'ai envoyé quelqu'un de leur dire, mais je leur ai dit moi-même. Ils sont informés des sites que nous allons frapper, puisque notre objectif, c'était de liquider totalement les infrastructures militaires de la rébellion, pour les obliger à venir reparler avec nous avec moins d'arrogance. Les militaires français filment donc tranquillement l'attaque et commentent les tirs défensifs des rebelles. Un petit peu en retard, mais ça veut dire. Ils ne sont que de simples observateurs des combats en cours. Oh putain. Ah non, c'est déjà. Les avions survolent et violent la zone de confiance, à la grande colère des rebelles. C'était impossible que l'armée de Gbagbo survole la zone de confiance, venir bombarder, retourner à l'Ayamsoukro faire le ravitaillement, venir bombarder, et que l'ONU ne dit rien. Pourquoi, dès le début des bombardements, les soldats de Licorne ne s'interposent-ils pas? Aujourd'hui, à Paris, l'état-major français accepte de nous donner ses explications. Sous l'œil vigilant de l'officier de communication, nous sommes reçus dans ce lieu ultra sécurisé, le Saint des Saints de l'armée française. C'est d'ici que sont supervisées toutes les interventions de la France dans le monde. En novembre 2004, l'état-major y a suivi chaque minute des événements de Côte d'Ivoire. Voici le général qui dirigeait les opérations. 2 ans après, il justifie encore la passivité des troupes françaises par le mandat de l'ONU. Oui, 3 000, 4 000. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'intervention des troupes Licorne et des troupes de l'ONU pour mettre fin à ces... Alors, je le rappelle, la France intervenait sous mandat international en soutien des forces des Nations Unies. Et donc, pour que ces forces puissent intervenir, il fallait donc un mandat de la communauté internationale. En clair, l'ONU ne demande pas d'intervention, donc les Français ne s'interposent pas, se bornant à observer et surveiller l'application de l'accord de cessez-le-feu. Ils laissent donc les Sukhoi décoller de l'aéroport de Yamoussoukro. Il suffit seulement de mettre au travers de la piste, comment on appelle, un camion pour que les Sukhoi ne décollent pas. Ça, tout le monde le sait. Mais les Français ne l'ont pas fait. Dans le métier militaire, vous ne pouvez pas les empêcher de décoller. C'est impossible. Soit vous les abattez, soit vous les détruisez, soit ils volent. Et donc ils volent. Les 2 Sukhoi multiplient les attaques sans que l'ONU ou les Français n'interviennent. Par exemple, dans le quartier 6 novembre 2004. Cette habitante française de Bouaké cherche à se mettre à l'abri. Voilà 3 jours qu'elle subit avec son fils les attaques de l'aviation ivoirienne. Nous, on a eu peur, on est sortis de chez nous, on a dit on va aller où? Chez les militaires. Alors là, c'est la route qui mène au lycée Descartes. Elle décide de rejoindre le campement des soldats français. Et on voit les avions qui arrivent là, et on a couru, on est allé dans le biais, on est allé comme ça, en biais, et on s'est jeté dans la brousse. Un caméraman de la télévision locale filme ce premier survol du campement par les 2 Sukhoi 25. Les avions virent et amorcent un 2e survol. On n'a même pas eu le temps de se relever, on les a revus, mais cette fois descendre plus en parallèle et carrément, mais alors passer très bas au-dessus du lycée français. 13h20, l'un des avions pique sur le camp Descartes et tire.
Là, ils ont bombardé vraiment. Là, vraiment, c'était vraiment des tirs nourris. Pour la première fois, les images de l'attaque filmées depuis la base française. C'est un soldat qui tient la caméra. Le tir de roquette est passé juste à côté de lui. D'autres ont eu moins de chance que ce caméraman. Positionné de façon... Ce soldat a été blessé par des éclats. Il a dû être amputé d'une jambe. Moi un petit peu et moi le premier réflexe a été de récupérer mon FAMAS pour, comme je vous dis, pour me protéger, quoi. Donc je rampais par terre pour le récupérer, puis c'est là qu'on m'a récupéré avant que... Enfin, j'avais dans la tête que moi, dès que je voyais un noir, c'était... Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça, c'est les avions, mais pendant ces 5 minutes, 5-10 minutes après ça, c'est beaucoup de choses qui sont passées par la tête, quoi. Allez chercher pour éteindre. Il y a tout qui va brûler là. Allez chercher. Ces images sont tournées à l'entrée du camp par la télévision locale. Là, c'est pas le moment de s'occuper de la télévision. Oui. Les secours s'organisent. Le colonel d'Estremo était en charge de la zone de Bouaké pour la force Licorne. Oui, j'arrive sur place, le camp est en flammes, il y a des munitions qui explosent partout. Il faut imaginer qu'il y a quasiment la moitié des soldats qui s'y trouvent qui sont soit morts, soit blessés. Donc, Laurent Gbagbo vient de mettre à défi la force Licorne. Et déjà, les premiers questionnements. Laurent Gbagbo vient de mettre à défi la force Licorne. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ce 6 novembre, l'heure n'est pas aux hypothèses. J'ai quand même 9 morts, plus de 30 blessés. Rien ne le justifie, rien ne l'excuse. À Yamoussoukro, l'armée française va riposter. Les Sukhoi reviennent se poser sur la piste, à côté du campement français.